Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule narrée portant le nom de Sialoré, maladie de Parkinson et ergothérapie. Que devrait-on préconiser? Présenté par l'équipe 3. Donc voici le plan de la présentation qui se déroulera comme suit. Je vais commencer par une petite introduction pour continuer en vous présentant le résumé de notre article imposé. Je vais faire aussi des liens entre ce qui sera sorti de nos articles scientifiques et les applications que l'on peut en faire en ergothérapie. Puis je vais terminer par les messages clés et la conclusion. Donc, avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre ce qu'est la sialorrhée. En fait, la sialorrhée est un écoulement de salive hors de la bouche qui représente un symptôme considérable chez la population parkinsonienne. Plus précisément, on rapporte dans la littérature que 28% des patients atteints de la maladie de Parkinson ont comme symptôme de la sialorrhée diurne. Il est donc important de considérer ce symptôme comme professionnel dans nos thérapies auprès de cette clientèle, vu l'importance qu'il représente ce symptôme chez cette population. Donc, le sujet de notre présentation portera sur les causes de la sialorrhée chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Cette présentation vise à présenter le lien entre la sialorrhée chez les personnes atteintes de Parkinson et ses causes, plus particulièrement en lien avec l'attention divisée. Nous tenterons aussi de situer le rôle de l'ergothérapeute dans le but de minimiser les impacts occupationnels de ce trouble en lien avec les causes soulevées par nos articles scientifiques. Donc, l'article qui nous a été imposé pour le travail est Drooling in Parkinson's Disease, Evidence of a Role for Divided Attention par Reynolds, Miller et Walker. L'objectif de l'étude était de voir si la fréquence de déglutition de la salive, la sévérité de la sialorrhée et la fréquence de la sialorrhée des personnes atteintes de Parkinson sont affectées par l'attention divisée lors d'une tâche cognitive. Des études précédentes ont effectivement démontré qu'il y a un lien entre la cognition et la déglutition, mais aucune étude ne s'attarde au lien entre la cognition et la sialorrhée dans un contexte d'attention divisée. Donc, en tout, il y a 18 personnes atteintes de Parkinson qui ont participé à l'étude, dont 4 femmes et 14 hommes. Ce sont toutes des personnes qui rapportent avoir une sialorrhée qu'on pourrait qualifier de modérée à sévère durant le jour, selon l'échelle Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Selon cette échelle, une cote de niveau 3 signifie modéré, soit j'ai de la sialorrhée quand je suis réveillée, mais je n'ai généralement pas besoin de mouchoir. Une cote sévère de niveau 4 signifie j'ai tellement de sialorrhée que je dois régulièrement utiliser un mouchoir pour ne pas salir mes vêtements. Il y avait également des critères d'inclusion et d'exclusion à l'étude et tous les participants fournirent un consentement écrit. Donc, l'étude qui a été réalisée est une étude observationnelle transversale qui combine les mesures quantitatives de la fréquence de déglutition et de sialorrhée au repos et lors d'une tâche cognitive. Une évaluation cognitive, le MoCA, était aussi administrée et des questionnaires semi-quantitatifs ont été complétés. Les collectes de données et les observations s'effectuaient directement au domicile des participants en 2 visites différentes qui totalisaient 2h30. Lors de la première visite, des données sur la personne, soit l'âge, le stade de la maladie et le temps écoulé depuis le diagnostic, étaient collectés. Le MoCA était administré et une auto-évaluation de la sialorrhée était réalisée par le participant. La deuxième visite consistait en 2 tâches durant lesquelles la fréquence de déglutition ainsi que la sévérité et la fréquence de la sialorrhée étaient mesurées. Pendant la première tâche, le participant écoutait un programme de nouvelles à la télévision durant 30 minutes. C'était l'observation repos. Durant la deuxième tâche, le participant se faisait observer pendant qu'il réalisait à l'ordinateur une tâche d'association de mots. Cette observation permettait d'évaluer les participants dans un contexte où leur attention était sollicitée par une tâche cognitive afin de voir le rôle de l'attention divisée sur la sialorrhée. Dans le contexte de notre expérimentation, le concept d'attention divisée se manifeste par le fait que les personnes atteintes de Parkinson doivent se concentrer sur l'action de déglutir tout en portant leur attention en même temps sur une autre tâche. La fréquence de déglutition était mesurée lors des 2 tâches grâce à un microphone. La sévérité de la sialorrhée et sa fréquence étaient observées et cotées à des intervalles de 5 minutes avec la Drooling Severity and Frequency Rating Scales. Les participants étaient aussi filmés afin de permettre à un deuxième observateur d'évaluer les variables. Donc, la première observation qui a été faite en lien avec la fréquence de déglutition, c'est qu'il n'y a pas de corrélation significative entre le score au MoCA et la fréquence de déglutition. Par contre, en ce qui concerne la fréquence de la sialorrhée et la fréquence de déglutition, les auteurs ont noté des impacts significatifs de la tâche cognitive sur la fréquence de la sialorrhée et sur la fréquence de la déglutition de salive qui ne sont pas notés au repos. Pour ce qui est de la sévérité de la sialorrhée, on observe une corrélation négative significative de la sévérité de la sialorrhée, c'est-à-dire que l'augmentation de la sévérité de salivation au repos est significativement corrélée avec la diminution de la fonction cognitive, qui est un résultat au MoCA. De plus, l'étude a permis de mettre en lumière le fait que les participants avalaient moins fréquemment et avaient plus d'écoulement de salive pendant les tâches cognitives, ce qui suggère que le contrôle salivaire demande un certain degré d'attention afin de gérer la salive en bouche chez les personnes atteintes de Parkinson.
Donc, pour ce qui est des forces de l'étude, les auteurs mentionnent que leur échantillon est représentatif de la population. Quant à nous, on décèle qu'il y a un aspect innovateur à leur recherche puisqu'ils mentionnent être les premiers à évaluer l'influence de l'attention divisée sur la fréquence de déglutition ainsi que sur la sévérité et la fréquence de la sialorrhée. En outre, leur méthodologie est décrite de manière claire et détaillée, ce qui démontre leur rigueur. Pour ce qui est des limites, les auteurs eux-mêmes en dénombrent beaucoup en lien avec leur étude, d'où notre choix d'aborder seulement celles que nous trouvons saillantes. Tout d'abord, la petite taille de l'échantillon réduit la force des corrélations. De plus, la façon de mesurer la sévérité de la sialorrhée n'était peut-être pas suffisamment sensible au degré de variation, c'est pourquoi les auteurs proposent de prendre des mesures plus objectives pour évaluer la sévérité des écoulements de salive. Une autre limite mentionnée est qu'ils ne peuvent pas établir une relation de cause à effet entre le type de tâche effectuée et la sialorrhée, puisque la relation pourrait changer selon le type de tâche cognitive. Également, les auteurs mentionnent que les écoulements de salive peuvent être pires dans la phase off de la médication alors que l'étude a été réalisée lors de la phase on. Selon nous, on croit qu'il est important de considérer toutes les phases de la médication sans se concentrer seulement sur une phase, puisqu'au quotidien, il va y avoir des variations entre les phases on et off de la médication qui peuvent aussi avoir un impact sur la sialorrhée, ce qui nécessite aussi d'augmenter la durée des observations. Ainsi, on considère que la courte durée des observations est une limite de cette recherche puisqu'elle ne permet pas de considérer ces variations de phase. Ainsi, l'article qui nous a été imposé a fait sortir que l'attention divisée peut jouer un rôle important au niveau de la sialorrhée, soit par exemple en augmentant les écoulements de salive pendant les tâches cognitives. L'attention divisée a donc ressorti comme étant l'une des causes de la sialorrhée. Nous nous sommes intéressés aux différentes causes de la sialorrhée dans la deuxième partie de notre travail et nous aborderons également ce qu'il est possible de faire en tant qu'ergothérapeute au niveau de ces causes. Donc, pour ce qui est des causes de la sialorrhée, on peut voir une difficulté à maintenir la salive dans la bouche. En effet, une diminution de la capacité à maintenir la salive peut s'expliquer par une sévère hypomimie, une posture en flexion antérieure de la tête penchée vers l'avant et une ouverture non intentionnelle de la bouche. Les atteintes sensorielles sont aussi fréquentes, ce qui fait en sorte que les personnes sont moins conscientes de la présence de leur salive. Des atteintes au niveau du fonctionnement des lèvres et de la langue peuvent aussi expliquer ces difficultés. La sialorrhée est aussi souvent interprétée à tort comme une hypersalivation, mais en réalité, c'est plutôt un problème d'hypodéglutition, puisque certains articles ont démontré qu'il n'y avait aucune différence de production de salive chez les patients atteints de Parkinson. On note aussi une difficulté à avaler la salive. En effet, les personnes atteintes de Parkinson auraient une dysfonction de la déglutition au niveau de la phase oropharyngée, qui serait une composante majeure contribuant à la sialorrhée. Cette dysfonction peut être causée par de la bradykinésie. La phase œsophagienne peut aussi avoir un impact sur la déglutition par une diminution du péristaltisme de l'œsophage supérieur. Le mouvement antéro-postérieur de la langue est également diminué, la durée de la phase de transport est augmentée. Ainsi, le rythme de déglutition spontanée peut diminuer à 48 par heure en comparaison à 71 par heure pour une clientèle dite normale. En outre, le mouvement antéro-postérieur de la langue est diminué et la durée de la phase de transport est augmentée. Plus la sévérité de la maladie augmente, ce qui peut être expliqué par la bradykinésie et le faible contrôle des muscles de la langue. Il y a d'autres causes qui sont possibles également. On peut penser qu'il y a plus de sialorrhée pendant la phase off, comme il a été mentionné. La fatigabilité, la sévérité et la durée de la maladie peuvent aussi augmenter la sialorrhée, c'est-à-dire que la présence de fatigue puis le fait qu'une personne ait eu son diagnostic il y a de cela plusieurs années peut augmenter le risque d'avoir des écoulements de salive. Il y a aussi d'autres facteurs tels que le sexe, l'âge, les effets secondaires de la médication, la dysarthrie, l'hypotension orthostatique et les antécédents de consommation d'antidépresseurs qui font aussi partie des causes de la sialorrhée. Bien évidemment, ces différentes causes ont plusieurs impacts, autant pour la personne présentant de la sialorrhée que pour son entourage. Il y a des impacts sur la qualité de vie de la personne, puisqu'en effet, les conséquences sociales et émotionnelles de la sialorrhée sont rapportées dans la majorité des cas, soit 17 à 77 %. On peut y voir entre autres une perte de plaisir et un stress relié à plusieurs occupations et de l'isolement social. Ça fait écho aux impacts sur la qualité de vie de l'aidant si on pense notamment à l'anxiété qu'ils peuvent ressentir ainsi qu'à la honte lors des situations sociales. La sialorrhée a également des impacts sur la sécurité puisque ça augmente le risque de pneumonie d'aspiration qui peut être causée par les possibilités d'aspiration silencieuse de salive puis la pauvre hygiène orale qui est aussi un risque associé d'infection respiratoire. Il y a aussi des risques de problèmes de dénutrition et de déshydratation si la personne évite de manger en raison de la perte de plaisir et de la faim. Donc maintenant que vous avez pris connaissance des causes qui ressortent le plus de la littérature, je vais maintenant aborder le rôle de l'ergothérapeute et les interventions possibles. Dans la littérature, il ressort qu'il y a deux grandes catégories d'interventions qui sont démontrées
comme étant efficaces pour la sialorie, soit les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques. Dans les deux cas, il est important que les traitements fournis soient individualisés selon l'évaluation faite auprès du patient. En ergothérapie, on va avoir un rôle surtout au niveau des interventions non pharmacologiques. Plus précisément, notre rôle en ergothérapie est d'améliorer les habiletés fonctionnelles qui affectent la capacité à s'alimenter, qui peut avoir un impact sur la qualité de vie et la sécurité. Les approches de réadaptation et de compensation peuvent être utilisées. Donc, on peut travailler au niveau du positionnement par une thérapie directe, soit sur l'alignement de la tête, le tronc, le bassin et des pieds, selon les particularités du client et qu'on va donc adapter aux besoins. Dans ce cas-ci, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la tête qui est souvent en flexion antérieure et qui est à éviter. On peut donner aussi des exercices oropharyngés, puis ces exercices-là vont tenir compte des principes de réadaptation, tels qu'avoir une intensité bien graduée, une durée suffisante et une fréquence permettant de créer un changement et un juste défi pour le muscle. La fonction de la lèvre, des lèvres, de la langue, du voile du palais et de la mâchoire vont être travaillées pour renforcer entre autres la stabilité et la force de la mâchoire, stimuler la mobilité de la langue et encourager la latéralisation et l'élévation linguale. On va aussi normaliser la sensibilité, puis on peut travailler le réflexe de déglutition, par exemple en utilisant la stimulation de la déglutition de Rod. On peut donner aussi des stratégies compensatoires comme de mâcher du chewing-gum ou encore faire de la déglutition forcée. On peut donner aussi des stratégies comportementales, puis la modification du comportement peut être réalisée, là, par exemple, en lui demandant d'avaler consciemment lorsqu'il entend un son, ce qui est une stratégie là, qui a été démontrée comme étant efficace. Aussi, il va être important de prendre en considération la motivation ainsi que les habiletés physiques du client. Il faut aussi s'assurer d'avoir le support de la famille et des proches, donc c'est important de les impliquer dans le processus, de leur faire de l'enseignement pour leur permettre de faire aussi des rappels auprès du client. Il est également important que le thérapeute donne de la rétroaction au client. Donc, on peut aussi travailler avec d'autres pistes, soit le EMST, qui va permettre de renforcer les muscles respiratoires en améliorant l'efficacité de la toux, ce qui va faire que la personne se protège mieux. Puis aussi renforcer les muscles supraéoïdiens, ce qui va supporter la déglutition, permettre l'élévation laryngée, l'inversement de l'épiglotte, puis aussi l'ouverture du sphincter œsophagien supérieur. On peut utiliser aussi le VAST, qui est un modèle pour déglutition normale. Donc, en plus de tout ça, ça va être important de revoir le plan d'intervention dans le temps puisque la condition de la personne est susceptible de changer. Les interventions de l'ergothérapeute ont aussi été mises de l'avant dans notre travail, mais il est important de considérer que les autres professionnels de la santé, leur champ d'expertise pourront nous permettre de compléter nos interventions. Donc, les messageries qu'on voudrait que vous reteniez, c'est qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être responsables de la sialorie chez un patient atteint de Parkinson. Il est donc important de cibler la cause principale de la sialorie pour pouvoir mettre en place une intervention optimale et individualisée qui permettra de répondre aux besoins du patient. Aussi, il ne faut pas négliger cet aspect dans le quotidien des patients puisque ça peut avoir beaucoup d'impact au niveau occupationnel et socio-affectif, d'où l'importance de considérer la dimension affective dans nos évaluations et nos interventions auprès de cette clientèle en les aidant, par exemple, à intégrer des stratégies de gestion du stress dans leur quotidien en plus des autres stratégies qu'on a données. Promouvoir l'implication de tous aussi, tant par l'interdisciplinarité dans l'équipe que par l'importance de la famille et des proches dans le processus, c'est un élément important. Donc, en conclusion, nous espérons que cette présentation vous aura permis de voir que la sialorie présente plusieurs impacts dans la vie des personnes qui en souffrent, tout comme pour leur entourage. C'est pourquoi nous souhaitons également que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre en quoi l'ergothérapeute peut intervenir à ce niveau, dans le but de pouvoir diminuer ses impacts. Dans le même ordre d'idée, nous pensons qu'il est de notre devoir comme futur ergothérapeute de s'intéresser aux prochaines études qui seront publiées sur le sujet afin de mieux saisir encore les causes qui ont un impact sur la sialorie et ce, toujours dans l'optique de proposer le plus possible des interventions au goût du jour. Nous lançons donc l'idée qu'il serait pertinent de réaliser une étude réalisée lors des phases on et off de la médication qui serait plus représentatif de la sévérité de la sialorie tout en utilisant des outils qui permettraient de mesurer cet aspect de manière plus objective. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et en espérant que cette capsule vous ait plu. Bonne fin de journée!